Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 10 avril, an de disgrâce 2026, et nous nous retrouvons pour le 120e épisode ou journal, libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Et ce soir, j'ai le plaisir immense de recevoir François-Xavier Consoli, qui nous a publié un livre. Je n'ose pas dire fondateur, mais encore que, un petit peu, parce que c'est un livre important, je vais dire pourquoi. La République contre la France. C'est vrai que la République contre la France, moi-même j'ai commis il y a peu de temps un livre que je vous recommande pour en finir avec la démocratie, et je pense qu'il est temps de remettre, le temps est venu de remettre les pendules à l'heure et de voir ce que l'on peut tirer. Enfin, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à tirer du cadavre vermineux qu'est aujourd'hui la République française. Alors, François-Xavier, je vous appelle François-Xavier. Pourquoi ce livre? Pourquoi l'avoir écrit? Quelle a été la motivation initiale? Je sais que vous venez de me le dire, que vous participez à vous avez différentes activités littéraires. C'est bien, vous n'êtes pas un novice en quelque sorte. Et il nous faut des hommes aujourd'hui qui aient une pensée architecturée, structurée et structurante. Eh bien, tout d'abord, merci, cher Jean-Michel. Plaisir partagé. Je suis content d'être avec vous. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu et je suis très heureux de vous retrouver. Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, tout d'abord, je ne vais pas le cacher, c'est un travail universitaire. C'est issu d'un mémoire. J'étais en fac de droit et je devais faire un mémoire à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et puis, je suis tombé, un peu par hasard, sur un livre de Joseph de Maistre qui m'a fasciné. Et je me suis dit, eh ben voilà, je pense avoir trouvé le fil. Je vais parler de la pensée contre-révolutionnaire. Et donc, de fil en aiguille, si je puis dire, eh ben, je suis passé de Maistre à Donoso Cortés, en passant par Mallet Dupan et d'autres. Et j'ai commencé à condenser, j'ai réuni différents ouvrages, etc. Et ça a finalement donné un mémoire et par la suite un livre. Je dois le préciser, un mémoire qui n'a pas été bien reçu par mes examinateurs lorsque j'ai soutenu donc ce dernier, parce que ça allait un peu trop loin, voilà, un peu texto. Bon, ça allait un peu trop loin. On va trop loin. Dès qu'on lève le petit doigt, on va trop loin. Voilà. Bon, ça n'avait. Et d'ailleurs, sur le fond, c'était ça qui était amusant, c'est que les deux professeurs qui étaient face à moi étaient un minimum honnêtes. M'ont dit une fois les micros éteints, si je puis dire, en tout cas une fois que l'examen était passé, votre travail est bon, c'est pas le problème. Le problème, il est que il est idéologiquement incorrect. Voilà. Pour faire simple. Et le doyen de l'époque avait jeté un exemplaire à mon museau en me disant, vous vous rendez compte de ce que vous écrivez. Bref, maintenant, c'était il y a quelques temps, j'ai pris de la bouteille, mon cuir s'est épaissi et je me suis rendu compte que de toute façon, dans ce cher pays de liberté, il s'agit d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, puisque de toute façon, si vous voulez exercer aussi bien dans l'éducation nationale qu'importe, eh ben de toute façon, si vous pensez mal, on vous le rappellera ou vous serez Mais le pouvoir étant au bout du fusil, il faut aussi avoir le doigt sur la queue de détente. Traduit Gachette dans le langage de monsieur. Je crois qu'on y arrivera bientôt, non? Au fond, le bilan, si on doit aller à bride abattue, le bilan de votre livre, c'est que la République a ruiné le pays. Enfin, bon, le pays a continué à survivre grâce à ses valeurs aristocratiques. Mais d'ailleurs, il y a parmi les auteurs que vous citez, il y a Edmond Burke. Qui est un Anglais. En fait, il était urgent. Rivarol, bien entendu. Nous fêtons demain, avec quelques amis, le 75e anniversaire du journal Rivarol, qui essaye de prolonger, si tant est que ce soit possible, la pensée du grand aïeul. Mais aujourd'hui, en quoi cette critique de la Révolution, qui est une critique, d'abord, vous allez, premièrement, peut-être nous dire quelles sont les grandes lignes structurantes, les grandes lignes directrices de la critique à l'égard de la Révolution. Enfin, là, on en aurait peut-être pour une soutenance de thèse de 4 ou 5 heures. Mais en quoi, justement, ces critiques aujourd'hui projettent-elles une lumière sur le moment présent ?
Alors, les critiques vis-à-vis du moment de la Révolution française sont assez nombreuses. Il y a une chose, moi, qui était importante vis-à-vis des contre-révolutionnaires, c'est que ce ne sont pas uniquement des penseurs, ce sont pour beaucoup, pas tous, mais ce sont pour beaucoup des témoins. Ce sont des gens qui ont vécu le moment, qui se sont pris dans le museau, si je puis dire. Puisque, et d'ailleurs, ça aussi il faut le rappeler, au sein de l'école contre-révolutionnaire, il y a un peu de tout. C'est un peu la foire aux idées, si je puis dire, puisqu'il y a des gens qui vont commencer par la soutenir. C'est le cas de Demestre, par exemple, qui lui-même était franc-maçon, par exemple, et franc-maçon catholique, même si ça peut paraître contradictoire, mais une fois encore, l'homme est pétri de contradictions au sein durant une vie d'homme. Mais bref, sans rentrer dans le détail, il y a un peu de tout. Donc il y a des gens qui vont soutenir la Révolution, comme je le disais, Joseph de Maistre, au début, et qui vont très vite se rendre compte que s'ils se mettent à soutenir le projet révolutionnaire, ça va se retourner contre eux, et 2, ils réalisent les conséquences du moment de la Révolution française. Il y a des gens comme Bonald, qui sont des précurseurs, par exemple, de la sociologie. Il y a des gens qui viendront un peu après, comme Donoso Cortés, des Espagnols. Donoso Cortés, lui, est un homme qui va soutenir, par exemple, le libéralisme. Il ne va pas voir la Révolution française parce qu'il est né juste au moment de Napoléon, en Espagne. Et durant sa jeunesse, ça sera un libéral, par exemple. Et progressivement, il va... Alors, libéral, quel sens donner à ce mot? Parce qu'il n'a pas le sens, ni le sens américain. Tout à fait. Libéral pour les Américains, c'est extrême gauchiste. Voilà. Hein, ça n'a rien à voir, c'est pas un libéral. Pour nous, c'est autre chose. Il y a les libertés politiques d'un côté et les libertés économiques de l'autre. Alors, libéral, au 19e siècle, quel sens donne-t-on à ce terme? Tout à fait. Au 18e, 19e siècle, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler libéral aujourd'hui, c'est vrai. Un libéral au 18e, par exemple, il suffit de se référer à ce que dit l'encyclopédie, il suffit de lire les keynésiens dans le sens Quenet, attention, pas keynésien en sens Keynes, et toute l'école physiocratique. On a des gens qui considèrent que l'économie peut s'organiser comme est organisé finalement le corps humain. Et qu'à partir de là, le flux sanguin, c'est un petit peu comme le flux économique, on laisse faire. Donc il suffit de laisser libre cours au marché. L'argent, c'est le centre de l'économie, le centre de la société. Voilà, l'argent c'est le centre de la société, et il y a des précédents et ça j'en parle dans le livre, puisque les auditeurs de RFM, je le sais, sont des gens intelligents, ils savent pertinemment que la Révolution française ne commence pas le 13 juillet 89. Ça commence pas la veille, quoi. Tout ça se prépare, tout ça sur le long terme, ça travaille. Et par exemple, il y a un précédent qui est intéressant, j'en parle dans le livre, c'est le moment de John Law, L-A-W. Law, par exemple, on est dans les années 1720, au moment de la Régence. Ça se prononce, je vous le signale à tout hasard, ça se prononce Las. Las, voilà, ça se prononce Las. Mais bon, ça s'écrit, c'est pour ça que j'ai dit Law, parce que ça s'écrit L-W, mais ça se prononce Las. Et en fait, ce John Las va organiser, ni plus ni moins, une sorte de grande première au niveau de la dérégulation économique, et il va lancer ce qu'on va appeler une énorme vague de spéculation, notamment sur la compagnie américaine à l'époque. Et donc il s'agit simplement en fait d'éditer du papier. Donc on va éditer du papier. Du papier. Les boursicoteurs vont s'en donner à cœur joie. On va miser, et jusqu'au moment où vous savez ce qui se passe, ça monte, mais plus ça monte, à un moment donné, ça finira bien par tomber. Les bulles éclatent. La bulle est finie par éclater. Et énormément de petits porteurs, bien sûr, se retrouvent sur la paille. Quel rapport entre Las et les spéculations sur les bulbes de tulipes, les oignons de tulipes? Ah, ça, c'est une excellente question. Parce que, en tout cas, juste pour terminer sur mon histoire, mais je reconnais l'esprit en escalier de Jean-Michel, c'est un précédent énorme. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque, c'est l'inauguration de la monnaie fiduciaire. C'est l'inauguration de l'agiotage. L'agiotage qui a donné, donc c'est un mot italien, qui a donné le terme agio, quand vous payez des agios et que vous êtes à découvert à la banque. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une première, et à partir de là, les physiocrates vont considérer que finalement on peut organiser l'économie de cette façon-là, en dérégulant l'économie. Et on est en 1720, on est bien avant la Révolution française. Et ça va se retrouver dans l'encyclopédie.
Diderot, d'Alembert, etc., etc. Donc ça va faire son petit chemin, tout ça. Et la politique du grain va progressivement adopter cette logique, et on va avoir des agioteurs qui vont petit à petit conserver du grain, conserver de la denrée. Faut pas oublier que le grain à l'époque, c'est la base de l'alimentation. Le grain donne la farine donne le pain. Donc le pain, c'est la base de l'alimentation de 99% même de la population française de l'époque. Donc le résultat, c'est que lorsque nous arrivons aux États généraux 1788-1789, la crise économique est énorme. Il y a déjà donc des agioteurs de toutes parts, et c'est la banqueroute est quasiment annoncée. Et il faut organiser les fameux états généraux, qui sont ni plus ni moins des grands inventaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la crise, c'est le bordel, vous m'excuserez l'expression, mais c'est ça. Non, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, le roi Louis XVI, qui bénéficie d'une très mauvaise presse aujourd'hui, qu'on fait passer pour un grand ahuri de plus d'1,90 m, qui n'était uniquement passionné que par les horloges, est en fait un roi beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fin qu'on ne le dit. Mais malheureusement, c'est un roi qui est très mal entouré, très mal conseillé. C'est un roi qui, je pense, fait preuve d'une bonté qui pourrait presque confiner. Vous avez lâché le mot que j'avais sur le bout de la langue. C'est un vice chez un roi d'être bon. Voilà, il fait preuve d'une bonté qui peut confiner à la naïveté, malheureusement la plus innocente, mais ça va se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que c'est un roi qui sait pertinemment qu'il a une fonction. C'est un roi, c'est pas uniquement un homme, c'est une fonction. Il est habité, il a quelque chose. Il est à la fois père de France, il est représentant aussi de Dieu sur terre, quelque part. Le père de la nation. Père de la nation, et donc il a un rôle particulier à jouer. Mais malheureusement, effectivement, la grande bonté de Louis XVI fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est cerné de toutes parts, aussi bien par son propre cousin, Philippe Égalité, en tout cas Philippe d'Orléans, qui sera qui votera la peine capitale, qui votera sa mort. On a donc des gens au sein de sa propre famille. On a d'autres, donc ses ministres, qui sont eux-mêmes des grands lecteurs de l'encyclopédie, des physiocrates également. On a évidemment toute la vie intellectuelle de l'époque. 18e siècle, pas oublier, c'est l'époque des salons, c'est l'époque des grandes salonnardes, des Madame du Deffand qui reçoit des Voltaire, qui reçoit des Rousseau, etc. C'est très à la mode. La pensée révolutionnaire, la pensée des Lumières est très à la mode. Il n'y avait pas de télévision et pas d'internet. Voilà, pas de télévision, pas d'internet. Donc faut bien s'amuser, faut bien rire, faut bien essayer de se divertir comme on peut. C'est très bien résumé dans le film ridicule de Lecomte. Ça résume exactement l'époque, l'ambiance où tout ne se fait que par l'esprit, par le bon mot. On peut détruire une réputation, une vie même, parfois juste sur un bon mot, et à partir du moment où on a réussi aujourd'hui, vous savez, la rumeur, c'est la même chose. Exactement. Comme les réseaux sociaux ont pris on essaye, petite incidente, on essaye de faire chanter Trump. On l'attaque actuellement, sur son épouse, Melania, en nous faisant croire qu'elle fricotait avec Epstein. Mais c'est assez extraordinaire, la façon dont la rumeur, là ce sont pas des bons mots, mais le verbe prend une amplitude. Je vous renvoie, comment s'appelle cette tragédie de Shakespeare où il y a Desdémone et Iago. C'est Othello. Othello, voilà. Et Iago explique un soupçon, un doute, c'est quelque chose de gigantesque. Et on bouge les empires sur un doute, une rumeur. C'est assez. Et là aujourd'hui, nous sommes dans un brouillard absolu. Et à l'époque, je rappelle que je ne devrais pas autant parler que Louis XVI est un homme qui n'a jamais trompé son épouse. C'est connu. Donc c'était vraiment... C'est rare. C'est rare. C'est pire que rare, surtout à notre époque. Il n'a jamais trompé, et cet homme a été victime, puisqu'on disait que... j'ai rencontré encore un garagiste à la campagne qui m'expliquait qu'on avait encore les harnachements pour que Marie-Antoinette puisse se faire enfiler par des chevaux. Non mais vous vous rendez compte, la puissance de la rumeur 2 siècles après. Ça traîne encore dans nos campagnes.
Bon, je rends la parole à l'auteur. Oui, et donc la monarchie est morte aussi de son intelligence et de sa bonté et de la toute-puissance de l'esprit qui tournait en rond dans nos salons. Oui, et puis bon, sans se perdre dans les détails, puisque rien ne remplace la lecture de toute façon, pour faire très simple, pour tirer les grands traits, l'idée était de partir de bien avant la Révolution française, pour expliquer en quoi la Révolution française n'a absolument pas commencé aux États généraux, elle commence bien avant. Il y a une crise économique, il y a un phénomène d'agiotage, il y a une époque intellectuelle, une espèce de mode vis-à-vis des philosophes, de l'encyclopédie, de ses auteurs, de la mode anglaise. Faut pas oublier que le constitutionnalisme anglais fait énormément parler de lui. Oui, le libéralisme est une mode anglaise. Le libéralisme est une mode très anglaise, ça inspire beaucoup de gens. Voltaire, par exemple, est très très admirateur de la Révolution de 1688 et tout ça, absolument fabuleux. Enfin, voilà, c'est l'objectif que devrait atteindre la monarchie. Il y a aussi des mythes fondateurs. Les grandes découvertes, les grands voyageurs, les grands navigateurs qui vont ramener cette idée du bon sauvage dont va s'emparer Rousseau, et on croira que l'état de nature, on parlait de la physiocratie tout à l'heure, l'état de nature chez l'homme, c'est un état de bonté et que seule la société corrompt l'homme. Mais nous le vivons encore aujourd'hui, cher François-Xavier. Dans la justice, le criminel est toujours innocent, puisqu'il a été exclu, il a été l'objet de racisme, de ségrégation, de discrimination, et c'est s'il commet un crime, aussi atroce soit-il, c'est parce que la société l'a rejeté et donc en fait l'a corrompu. On est bien d'accord. Tout à fait. Alors ça, c'est un point très important à mon avis, sur lequel il faut revenir un peu et qu'il faut détailler. Je pense qu'il y a, en termes intellectuels, philosophiques, il y a deux moments de la Révolution française. De 1788-89, donc de ses prémices, entre guillemets, du moment où elle démarre, nous avons affaire à des voltairiens, des gens qui veulent changer la monarchie. La monarchie ne doit plus être une monarchie de droit divin, monarchie absolue. Elle doit devenir une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. C'est le modèle voltairien. Énormément de philosophes, énormément d'encyclopédistes militent pour ça, des nobles également. Bon, la raison pour laquelle on réunit le tiers état, le clergé et la noblesse au moment des états généraux, c'est ça. Et Louis XVI sait pertinemment que les choses vont devoir changer. D'ailleurs, la monarchie en France devient constitutionnelle, mais pas pour longtemps. Il s'agit d'un partage du pouvoir. Un partage du pouvoir. Les frondes qu'a connu Louis XIV ont échoué. Les frondes, c'était les grands, ce qu'on appelle les grands, la haute noblesse, ne pouvant pas prendre le pouvoir. La bourgeoisie, elle, qui est devenue puissante, veut ce partage du pouvoir et récupérer en fait le pouvoir pour elle, en gardant un roi symbolique, et c'est tout. On sait bien ça. C'est bien ça. C'est une captation, une sorte de tentative de captation du pouvoir. Tentative de captation du pouvoir, avec bien évidemment la bourgeoisie derrière, qui fait tout pour pousser, parce que à partir du moment où on a le pouvoir économique, on veut le pouvoir politique qui va avec. Et arrive 1792, année très importante, puisqu'à mon avis, je pense pas me tromper, mais à mon avis, c'est le deuxième moment de la Révolution française, où on passe d'un moment voltairien à un moment rousseauiste. Où là, on a affaire soudainement à une autre trempe d'hommes. On a affaire à des révolutionnaires, des Marat, des Robespierre, d'autres, qui, eux, ont lu Rousseau, et eux veulent faire tabula rasa. Ils veulent l'appliquer. Voilà, et ils veulent l'appliquer. Ils veulent faire tabula rasa et ils veulent l'appliquer. Donc là, on n'est plus dans une modification politique, une espèce de pas d'alternance, mais de dilution du pouvoir. Non, là, on veut totalement faire tabula rasa du passé. Et il s'agit, vous l'avez très bien dit, de revenir à une espèce de mythe fondateur, d'homme sauvage, de christianisme primitif, on pourrait même dire. De pureté originelle. De pureté originelle. Et Rousseau le dit bien. Mais il n'y a rien de plus totalitaire. Ah bah oui, mais Rousseau le dit bien. Quand on lit le contrat social, Rousseau le dit bien. Il dit bien que s'il s'agit de combattre pas le totalitarisme justement, mais s'il s'agit de combattre la monarchie, s'il s'agit de combattre ce méchant pouvoir, cet infâme pouvoir inégalitaire qu'est la monarchie française, l'aristocratie, etc.,
eh ben, nous allons forcer les hommes à être libres. Il faut forcer les hommes à être libres. Les hommes à être libres. Il faut forcer les hommes à être libres. Et c'est la raison, quand j'avance dans le bouquin, c'est la raison pour laquelle j'insiste bien dans cette partie, sur le fait que la Révolution française est le début, c'est l'archétype même du totalitarisme. Et le totalitarisme politique, tous les totalitarismes politiques du XXe siècle feront référence à la Révolution française à un moment donné. Alors, la Constitution de 1793, rédigée en grande partie par Robespierre, s'appuie explicitement sur le contrat social. Tout à fait. Sur le contrat social. Et c'est sous couvert d'unanimisme, en tout cas de vox populi, vox dei, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, d'unanimisme, c'est la volonté générale, mais c'est une abstraction, la volonté générale, on va imposer, on ne peut plus se dérober, et même, je me demande si Rousseau lui-même ne souhaite pas la peine de mort pour ceux qui voudraient se dérober à la volonté générale. Donc, juste un mot, il n'y a pas de révolution sans véritable architecture idéologique, sans théorisation. Rousseau, c'est la grande théorisation. Pour la révolution de 1917, ça sera Karl Marx revu, lu et réinterprété par Lénine. C'est en cela d'ailleurs que c'est une révolution. Votre livre est un livre très important parce que c'est un livre d'histoire. J'ai pas dit un livre d'historien, un livre d'histoire qui nous refait l'archéologie. On fait de la sédimentologie, de comprendre comment les choses, les couches sédimentaires s'empilent les unes sur les autres et vont nous conduire. Mais au fond, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Alors, aujourd'hui, a-t-on une idéologie semblable à celle de Rousseau, semblable à celle de la pensée majoritaire, de la volonté générale rousseauiste, qui pourrait nous conduire à un bouleversement et nous conduire à une société nouvellement totalitaire? Sommes-nous à la veille d'une révolution? Alors, pourrions-nous être à la veille d'une révolution? Alors déjà, juste pour l'anecdote, c'est amusant que vous me posiez cette question. La dernière fois que j'ai fait un entretien avec vous ici même, nous étions au tout début des Gilets jaunes. Et à l'époque, au tout début des Gilets jaunes, il y avait quelque chose dans l'air. Et je crois c'était au 3e ou 4e acte, ça chauffait sec. Et il y avait même eu un moment où on s'est dit, il y a eu on le sait maintenant, des gens de la police, etc. l'ont dit, Macron a eu très très chaud au Mich. Donc, oui, les Gilets jaunes sont approchés à 100 mètres de l'Élysée. À 100 mètres de l'Élysée. Mais il n'y a personne qui a dit, on franchit le portail. On franchit le portail. Et je pense que, sans faire d'anachronisme ou de mauvaise comparaison, la seule chose qui a manqué aux Gilets jaunes, c'est pas une histoire de formation politique, etc. C'est que, et ça faut toujours le rappeler aussi, une révolution est d'abord avant tout le fruit d'une toute petite minorité. Jamais d'une masse, jamais. C'est pour ça que c'est toujours amusant quand on voit le 14 juillet, regardez, le peuple français, la France, les Français ont pris la Bastille, on fête dans la joie et la bonne humeur avec des cotillons, de la bière et autres conneries de ce genre. La Révolution française, c'est une vaste blague, je vais dire. Non. La Révolution française est d'abord avant tout un petit mouvement parisien. Faut oublier que beaucoup de grandes villes se sont opposées à la Révolution française, elles l'ont payé. Mais une ville comme Marseille, par exemple, a été débaptisée parce que la ville justement s'est opposée à la Révolution française, aux forces révolutionnaires. Et combien de gens a-t-on massacré? Combien de gens a-t-on massacré? J'en parle aussi dans le bouquin, Mélisée, Renald Sécher, etc. à propos de la Vendée, à propos des Chouans, etc. Bon bref. Mais pour revenir à mon histoire de minorité, la Révolution française est d'abord avant tout le fruit d'une petite minorité d'individus qui ont très bien joué leur coup, qui ont attendu leur moment et qui ont frappé là au moment où il fallait frapper. Et pour revenir à notre histoire rousseauiste, je pense effectivement que Rousseau est un personnage fondateur et fondamental, vous avez raison d'insister là-dessus, pour bien comprendre la Révolution française. Petite anecdote, mais je trouve qu'elle est assez révélatrice.
lorsque je faisais des études de philo. En philosophie politique, c'était le premier auteur qu'on étudiait. Le contrat social, Rousseau, et on ne tarissait pas d'éloges sur le bonhomme, il fallait connaître quasiment le contrat social par cœur. Je tiens à préciser que dans le monde universitaire, si vous souhaitez ou si vous espérez tomber sur des auteurs contre-révolutionnaires, accrochez-vous. Ça n'arrivera jamais. Pour une raison simple, c'est que ça n'intéresse pas le monde universitaire. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que j'ai écrit le livre, c'est que ça n'intéresse personne. Malheureusement. Mais bon. Et donc, c'est la raison. Je rappelle le titre du livre, La République contre la France, et ça a été édité aux éditions du Verbe Haut. Du Verbe Haut, c'est une édition nancéenne. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais aussi parler de ces auteurs-là, parce que s'il y a bien une école critique et intelligente du rousseauisme, du contractualisme, parce que Rousseau instaure ce qu'on appelle le contractualisme, et de la pensée libérale, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pensée libérale, qui remonte à bien avant, hein, des Hobbes, des Locke, et peut-être même finalement des Machiavel, il est très important de lire ces auteurs contre-révolutionnaires qui cernent très bien à la fois les contradictions et surtout cette grande idée rousseauiste qui consiste à dire la responsabilité politique n'existe plus, il n'y a plus des hommes, il n'y a plus que la volonté générale. Il n'y a plus que la souveraineté du peuple. Mais à partir du moment où on parle de souveraineté du peuple, qui est responsable ? Personne et tout le monde, puisque finalement on engage la souveraineté du peuple. Mais si on engage la souveraineté du peuple, on engage tout le monde. Donc on n'engage personne. Et chez Marx, ça sera le sens de l'histoire. Voilà, et chez Marx, ça sera le sens de l'histoire. Inéluctable. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on fait la révolution chez Marx, puisque de toute façon, le fleuve de l'histoire nous conduit inéluctablement à la fin du capitalisme. Il aurait suffi d'attendre. Hein. Il aurait suffi d'attendre. Et c'est pour ça que ces auteurs contre-révolutionnaires sont intéressants, parce que précisément, pour eux, il n'y a pas une histoire de... C'est pas une histoire de sens de l'histoire. Alors, je n'ai pas noté ni chez Burke ni chez Rivarol, on ne parle pas de la maçonnerie, on ne parle pas des Illuminati, on sait qu'ils ont tous joué un rôle dans la Révolution, ni de l'argent de Londres, il existe des ouvrages spécialisés sur la question. Mais comme vous l'avez dit, c'est bien une minorité, c'est toujours une minorité proactive. Toujours une minorité. C'est toujours une poignée de gens. L'idée de croire il faut une masse de gens pour diriger les autres, mais pas du tout. Non. Il faut une dizaine d'individus placés au bon, on le voit avec le pouvoir macronien. Il faut placer ces hommes, ces femmes aux bons endroits, aux bons pivots pour pouvoir faire jouer toute la mécanique sociale. Alors c'est une très bonne remarque, l'histoire de la franc-maçonnerie, puisque moi, certains à l'époque m'avaient dit, vous ne parlez pas assez de la franc-maçonnerie. Si, j'en parle. Mais mon livre n'est pas la franc-maçonnerie et la Révolution française. Il y a déjà des bouquins qui existent là-dessus. Ce qui est intéressant, et ça vous avez raison de le faire remarquer, c'est que, bien évidemment, la franc-maçonnerie a son rôle à jouer. Je donne un exemple tout bête. La loge des 9 sœurs, c'est là où sera initié un certain Voltaire, et c'est dans cette même loge que sera initié un certain Benjamin Franklin. Donc vous voyez, entre frères, l'affaire est internationale, on se retrouve. L'inventeur du paratonnerre. L'inventeur du paratonnerre. Mais qui était et un des rédacteurs de la déclaration d'indépendance américaine. Ambassadeur d'ailleurs de la jeune République américaine. Donc, bien sûr qu'il faut en parler. Il y a un autre personnage intéressant, on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est Philippe d'Orléans, Philippe Égalité, qui lui est le propre cousin du roi, et qui lui a été quand même grand maître du Grand Orient, de ce qui allait devenir le Grand Orient de France. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'il était très franc-maçon, comme beaucoup d'autres, hein, Chaderlot de Laclos par exemple, les Liaisons dangereuses aussi, et des tas d'autres. Hein. Voilà, si ça peut faire plaisir aux auditeurs, pratiquement tous les grands officiers de Napoléon, de Napoléon Ier, sont également francs-maçons. Voilà. Et à Waterloo, les 3 généraux qui étaient face à Napoléon l'étaient aussi. L'étaient aussi. Donc voilà, comme ça. L'allemand, l'anglais, enfin tout. Comme ça fait plaisir à tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas être monomaniaque et s'arrêter sur ce ne sont que les francs-maçons, non. Bien sûr qu'ils ont un grand rôle là-dedans, il n'y a aucun problème. Et pour terminer sur Philippe Égalité, lui-même était membre. Et puis finalement, à partir du moment où la terreur, qui était d'ailleurs pas très tendre avec les francs-maçons, et qui a un petit peu serré la vis, lui-même
c'est dire à quel point il était très courageux, en plus de voter la mort de son propre cousin, a fait une lettre qui était parue à l'époque dans le Père Duchesne, disant non, je me retire, je ne suis plus membre de quoi que ce soit, je n'appartiens plus à la loge et c'est terminé. Et d'ailleurs, au sein de la loge, on l'a viré manu militari. Voilà, ce pauvre bougre était traître jusqu'au bout des ongles et il a trahi finalement tout le monde. Bon, voilà, c'est dire. Mais c'est toujours bon de rappeler que, bien sûr, il y a toujours des petits groupes, c'est toujours une petite minorité derrière les grands événements, mais ça serait trop facile de s'arrêter à la grille de lecture. Les francs-maçons égale Révolution française. Alors, et basta. Il faut effectivement avoir une lecture plus vaste des mécanismes qui ont conduit à la Révolution, mais sans dire que ces mécanismes seront les mêmes, encore que à l'œuvre dans le monde actuel. Les contre-révolutionnaires ont une lecture très aiguë, et là, la liste qu'on a citée, j'ai lu autrefois Donoso Cortés, ça me donne envie de le redire, j'avais trouvé tout à fait remarquable. Ah oui. Tout à fait remarquable, peut-être que je le trouverais difficile à lire aujourd'hui, que sais-je. Et bon, de même qu'il faut décortiquer à quoi je me suis employé ces dernières années, décortiquer la révolution bolchevique, rouge, qui a été conduite par, d'ailleurs ce n'était pas une révolution, c'était un coup d'État. Je l'ai écrit, un coup de force, un coup d'État. La révolution avait été faite par les mencheviks, qui appartenaient tous, au fond, pour être un peu brutal, à la même tribu intellectuelle. Lénine était social-démocrate. Les mencheviks, c'était les minoritaires, les bolcheviks, c'était les majoritaires. Mais tous étaient des sociaux-démocrates. Simplement, les uns voulaient aller vite et brutalement, les bolcheviks, et les autres étaient les réformistes, mais on a exactement le même paysage politique aujourd'hui. Le même. Alors, en quoi la lecture des contre-révolutionnaires peut-elle, nous éclairer sur les mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui sous nos yeux? J'ai mentionné la mythologie du bon sauvage et de la nature parfaite, pure et parfaite de l'homme, de l'homme corrompu par la société, par ce fou génial qui était Rousseau. Je rappelle que Rousseau va nous expliquer, vous trouvez ça dans Wikipédia, vous le trouvez partout, que celui qui bâtit un mur autour de sa maison, ou qui, je sais pas, il ferme aussi les portes de sa maison, parce que les voleurs n'existent pas dans le monde de Rousseau, est le fou furieux criminel qui va inventer tous les malheurs du monde. Relisez la phrase, elle est extraordinaire, mais moi j'avais envie de lui dire, l'empereur qui en Chine a inventé la Grande Muraille contre les hordes mongoles avait regardé que autour de son potager, les lapins venaient manger les salades et qu'il fallait construire un muret. Voilà, parce que dans la société de Rousseau, c'est la société qui crée le crime et pas le contraire, c'est pas le crime qui va... on voit des publicités tous les jours pour les portes blindées Torchman, on se demande bien pourquoi. Bon, alors, pour revenir... Alors, Rousseau, fou génial, mais un fou, il pensait mal, mais génial, il composait de la musique. D'ailleurs, la querelle de la musique entre lui et l'autre grand musicien de l'époque était très intéressante, très passionnante. L'architecture de la pensée, l'architecture de l'harmonie, enfin harmonique plutôt, mériterait d'être réactualisée. Alors, un homme qui avait 7 enfants, je crois, qui a écrit un traité d'éducation, les 1000, et qui a mis qui les a abandonnés. Il les a abandonnés, il les a mis à l'assistance publique. Alors, on ne faut pas non plus abuser de la patience de nos auditeurs. Encore une fois, l'ombre portée par la Révolution, une ombre peut-être porteuse de lumière, en quoi peut-elle nous éclairer pour comprendre les événements et peut-être les déjouer? Quel mécanisme avons-nous sous les yeux? J'ai parlé du syndicat de la magistrature qui est purement et absolument rousseauiste. Tout à fait. L'éducation nationale aussi, vous l'avez souligné, cher François-Xavier, n'est pas de l'instruction publique, mais du formatage idéologique à l'état pur. C'est de la propagande. Lisez Rousseau, mais surtout pas avec un esprit critique et en le replaçant dans un contexte historique. Voilà. Alors,
les deux pieds dans le plat. Que dire à partir de la lecture des contre-révolutionnaires de la Révolution française, qui est un élément, un événement plus que majeur, fondateur des temps modernes. Ah oui, très fondateur, éminemment fondateur. Pourquoi lire les contre-révolutionnaires? Pour plusieurs raisons. Parce que, un, je l'ai dit, ce sont des témoins. Deux, ce sont des hommes qui savent penser. Trois, ce sont des hommes qui savent écrire. Ils savent penser, oui. Ils savent penser, ils savent écrire. Et en plus de ça, il y a une continuité dans l'école contre-révolutionnaire. Vous parliez de Donoso Cortés. Donoso Cortés espagnol qui arrivera après. Donoso Cortés, pour moi, apporte un point majeur qui est l'analyse religieuse des choses. Donc, l'analyse économique, l'analyse juridique, parce que ce sont des hommes aussi qui ont parfaitement compris que les parlements avaient également leur rôle à jouer dans la Révolution française, les parlements qui étaient un contre-pouvoir, qui a toujours, enfin, un contre-pouvoir qui existait bien avant la Révolution française. La Révolution française n'a pas inventé les contre-pouvoirs. Mais bon, c'est comme ça qu'on nous la présente. Et les parlements, d'ailleurs, pour beaucoup de juristes, beaucoup d'avocats ont été membres du tiers, ont été des députés. Faut pas oublier que les gens pas oublier aussi ça, c'est-à-dire que il y a une véritable sociologie révolutionnaire. C'est-à-dire que il y a des nobles qui sont pro-révolutionnaires, il y a des hommes d'église qui sont pro-révolutionnaires. Les abbés Sieyès, par exemple, sont pro-révolutionnaires. Et il y a aussi des hommes du tiers qui sont pro-révolutionnaires. Mais qu'on comprenne une chose, et ça j'y tiens vraiment, les gens qui ont fait la révolution, c'est pas des gueux avec des fourches. Vraiment, ce sont des avocats. Ce sont des gens qui sont des parlementaires, dans le sens, ils bavent comme les avocats, c'est-à-dire voilà, ils causent, ils causent. Voilà, ce sont des avocats. Robespierre est un avocat d'Arras, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait manier le verbe. Voilà. Danton, Mirabeau, ce sont des gens qui savent manier le verbe, ce sont des gens qui ont des belles formules, mais ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des bosseurs, ce ne sont pas des gens qui balancent de la charrue pendant 12-14 heures par jour. Non, ce sont des magistrats. Et ce sont des magistrats qui font la Révolution française. Tout comme nous avons aujourd'hui principalement des magistrats au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont pas des gens le bas peuple y est pas. Voilà, faut arrêter avec ça. Je pense que ou des politiques professionnels. Voilà, ou des politiques professionnels. Comme M. Mélenchon qui n'a jamais travaillé, c'est du doigt de sa vie. Exactement. C'est un grand bourgeois sénateur, pendant plus de 30 ans, bon, formidable, etc. Il a le mot peuple à la gueule en permanence. C'est très bien, mais en attendant, est-ce qu'il le connaît vraiment? Est-ce qu'il a déjà foutu, hormis pendant deux images pendant un 20 heures, pour faire peuple, est-ce qu'il a déjà foutu les pieds dans un PMU? Je pense pas. Mais bon, bref, tout ça pour dire que à partir du moment où on a ça en tête et on a compris une chose, c'est que la Révolution française était, nous l'avons dit, le fruit d'une petite minorité. Les contre-révolutionnaires notent bien le bouleversement économique, intellectuel, juridique et ça j'insiste aussi, religieux. La Révolution française est une révolution religieuse. Je cite aussi Tocqueville, par exemple. Tocqueville le dit bien, une des caractéristiques... Qui était un libéral démocrate. Et pourtant, il suffit de lire son livre sur la Révolution française. Tout son livre sur la Révolution française est une critique d'une pertinence. C'est l'un des plus grands esprits du 19e siècle. Incroyable. Et il le dit bien. Avec Fustel de Coulanges. Exactement. Et il le fait très bien remarquer. La Révolution française, l'une des premières caractéristiques de la Révolution française est son aspect éminemment religieux. C'est une révolution qui veut faire tomber l'Église, qui veut faire tomber le Christ. Je fais simple, mais grosso modo, c'est ça. Et il faut renverser l'autel, c'est le cas de le dire. Il faut renverser le pouvoir religieux en France. Il faut renverser cette caractéristique qui fait de la France la fille aînée de l'Église. Et d'ailleurs, aussi bien de la part de déistes comme Rousseau, comme Robespierre avec la fête à l'être suprême, etc. On a une volonté finalement de faire une espèce de religion sans Dieu. Voilà. Très franc-mac d'ailleurs. C'est ce que veulent faire les Payon et compagnie. Mais Payon, lui, veut carrément la laïcité. Pour lui, il l'a dit, hein, c'est clair, on le trouve partout, c'est la Kabbale. C'est-à-dire le mysticisme du Zohar. Donc ces gens, en fait, renversent beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. C'est pas seulement la monarchie, c'est la structure fondamentale, absolue, fondatrice des sociétés indo-européennes, les trois ordres. La trifonctionnalité. En faisant disparaître l'Église, parce que l'antichristianisme est déjà un anticléricalisme,
puisque Robespierre se veut lui-même déiste, et il déteste ceux qui ne croient pas en Dieu, mais enfin, c'est pas le Dieu de la raison, hein, le culte de Robespierre, c'est pas, et au contraire, il est contre le culte de la raison. Alors, il y a une sorte d'être suprême, comme dans certaines obédiences maçonniques, mais ce Dieu est un Dieu désincarné. Au fond, c'est un athéisme transcendantal. Non, tout ça. Oui. Et c'est ce qu'on essaye de nous imposer aujourd'hui, avec une religion universelle, ce que le regretté prêtre de Saint-Parlé-Vaude appelait le MASDU, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Oui, c'est bien prouvé. C'est l'abbé de Nantes. L'abbé de Nantes. Bon, on va devoir se séparer, mais plus qu'un mot de conclusion, je rappelle que nous recevions ce soir François-Xavier Consolis pour son livre La République contre la France. Nous sommes toujours le 10 avril, jour de disgrâce, puisque les négociations doivent commencer demain à Islamabad, que M. Vance, qui est un personnage intéressant parce que c'est un Idi Billy. Idi Billy, c'est un ch'ti, si vous préférez. C'est un type d'école. Idi Billy, c'est un Billy, un William, un Bill des collines. C'est les petits blancs. C'est les petits blancs. Les petits blancs des États-Unis. Petit redneck, voilà. Ouais. Qui ont ce côté sympathique, qu'ils représentent encore le socle parfois dégénéré, comme les petits blancs de la Soufrière, qui étaient d'anciens nobles qui avaient fui la Révolution française, une pensée pour les petits blancs de la Soufrière à La Réunion. Et donc, nous sommes dans un monde, mais je vous ai posé la question tout à l'heure, y a-t-il, en dehors du transsexualisme, du wokisme, une idéologie qui pourrait aujourd'hui s'imposer et servir de ciment à cette société qu'on essaye d'établir, de surimposer au débris de l'ancien monde qui était le nôtre, mais qui se porte vraiment définitivement très mal? Dans le sens, si je comprends bien votre question, à quoi pourrait-on se référer pour essayer de réparer les dégâts? Oui, c'est une notion, c'est le tikkun olam, c'est la réparation du monde, c'est une notion kabbaliste aussi. Par réparer les dégâts, oui, on va dire reconstruire, réhabiliter, remettre le monde sur les rails, remettre l'homme, cette topsy-turvy creature, selon Swift, remettre l'homme sur ses pieds, le remettre. Sylvain Durin aimerait beaucoup ça, le remettre, en refaire un homme vertical, mais dans le bon sens du terme, avec un haut, un bas, et avec une boussole lui indiquant le nord. Vous savez, je serais très modeste quant aux formules ou quant à la recette qu'il faudrait appliquer. Moi, je suis un tout petit auteur, mais je pense. Pas de modestie, il y a pas de petites fourmis. On transporte tout sur notre grain de sable. Comme on peut. Mais vous savez, je pense déjà que dans ce monde sécularisé où notre destin est d'être un consommateur, où on doit bouffer de la marchandise, on doit bouffer de l'objet en permanence, et c'est difficile d'y résister. Jetable, Bien sûr. Et jetable, et c'est difficile d'y résister puisque tout est fait justement pour qu'on soit du berceau au cercueil, qu'on soit pris dans cette nasse-là. Si c'est très dur, hein, mais si on, pour une raison X ou Y, quel que soit le chemin qu'on prend, si on trouve la foi, c'est une bonne réponse. On a une espérance. La foi nous indiquera la direction de l'étoile polaire. Voilà. Peut-être que ça sera un bon début. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Est-ce que là je parle surtout parce que moi je suis un homme, donc je ne prends pas parce que je suis pas. Je parle surtout aux hommes. Désolé mesdames, mais je pense que pour les hommes aussi, la possibilité d'envisager, c'est pas forcément, je l'ai dit, hein, c'est pas facile, hein, loin de là. La possibilité ou le fait d'envisager de créer une famille. Je pense que déjà on y trouve son compte quand on arrive à avoir ça comme cadre. C'est le destin normalement de l'homme. Normalement c'est le destin. Passer, se reproduire, transférer, transmettre. C'est ce que nous faisons d'ailleurs en parlant. On essaye de transmettre. On essaye de transmettre aussi. Hein. Écrire des livres, c'est aussi un travail de transmission.
Tout à fait. Ce n'est que ça, transmission de la vie. Mesdames, votre métier fondamental. Je regardais dans le métro, je voyais en ce printemps des dames qui avaient des poitrines opulentes, charmantes. Je dis, mais savez-vous à quoi ça sert? C'est pas simplement un appât pour essayer d'appâter le mâle le plus frétillant ou le plus appétissant. Non, c'est fait pour nourrir, pour nourrir. Pas que le mâle, voilà. Pas que le mâle, pour nourrir votre progéniture. Vous n'êtes fait que pour ça. Ah oui. Mais pour autre chose aussi, en plus. Bien sûr. Le cas ça, c'est en plus, voilà. En plus. Mais d'abord, reproduire la vie. Oui, c'est sûr, oui. Oui, ce sont peut-être des considérations. C'est pour ça qu'on vous a doté de ces jolis appâts. Oui, donc la nature, toujours la nature, soïste. Donc honnêtement, je ne sais pas essayer de se structurer intellectuellement, lire. Ça, oui, non, mais là, voilà, la foi, démonter les mécanismes de la machine infernale qui nous broie nos sociétés et qui est en train de nous transformer en matérialistes. Ah oui, purs. Oui. J'ai parlé avec un mot un peu savant. Nous ne sommes plus que des produits, vous l'avez dit. Nous sommes jetables, nous ne sommes plus que des produits de toute façon. Tout à fait jetables. Maintenant, l'euthanasie, voilà, c'est lancé. Ça fait partie. Le Rivotril, vous le trouverez dans des distributeurs automatiques dans le métro ou avec les préservatifs. C'est Rivotril, les vieux à dégager. Alors que les vieux ont encore leur rôle à jouer, à transmettre aussi. Mais nous sommes dans une société, je pense que les auditeurs aussi le savent pertinemment, mais c'est toujours bon de le rappeler, une société qui pue la mort quand même. Ça pue la mort, j'aime bien l'expression. La société pue la mort, oui. Puisque on a quand même un projet, donc vous l'avez dit à propos de l'euthanasie, qui consiste grosso modo à établir une date de péremption vis-à-vis des vieux. On peut avoir une date de péremption, oui. On peut avoir toutes les, on peut faire tous les reproches aux boomers, c'est de quoi je parle, mes parents en sont, donc ils m'en voudront pas, mais il n'empêche que on m'a appris quand même une chose, c'est qu'on doit quand même un minimum de respect aux anciens, même s'ils sont pas toujours respectables. Mais bref, on a de l'autre côté une crise de la natalité où en Occident notamment on ne fait plus d'enfants, donc il reste en fait Amazon, et il reste le porno, et puis pas grand chose d'autre. Donc ça pue la mort, sérieusement. Ça pue la mort. Voilà. Vous savez que la moitié des flux Internet sur la planète, c'est du porno. Voilà. Le chiffre paraît extravagant. C'est du porno, mais le porno, c'est la mort. C'est contre la vie. Je sais pas quel plaisir on peut avoir. Voilà. Non mais et une fois encore, qu'on comprenne bien, moi l'idée, je suis pas un père la pudeur ou père la morale, c'est pas la question, mais non. À partir du moment où nous n'avons plus que ça, c'est ça surtout, c'est-à-dire que honnêtement, aujourd'hui, nos destins. S'ils prenaient de l'ecstasy ou de la cocaïne. Oui, voilà. Alors on peut se droguer, comme nos chefs d'État qui se stimulent. Exactement. On peut se droguer, on peut aller sur Amazon, on peut aller sur machin. Quoi qu'il arrive, en fait, que ce soit d'ailleurs du porno ou Amazon, c'est le reste de la consommation. Mais s'il nous reste que ça et qu'on trouve rien. Le sexe est une drogue comme une autre. Oui. Amazon, à part la mode éclair, là, il y a des gens qui achètent. On en trouve. Les paquets ne sont pas des faits, sont sous plastique. On trouve des centaines, des milliers de robes. Bon, non, mais Amazon, c'est bien. Je veux dire, moi qui vis à la campagne, c'est quand même très utile. Mais c'est ça le drame. Si on n'avait pas Amazon, on n'aurait rien. Mais la magie justement du système est là. C'est-à-dire qu'on aura beau critiquer le système quoi qu'il arrive, le système est toujours plus fort parce qu'il arrive à digérer toutes les formes de critique. Donc, et il se rend quoi qu'il arrive indispensable. Parce que bien sûr, là j'ai un micro accroché à ma chemise. Ce micro-là, si je veux l'avoir demain ou après-demain le plus rapidement possible parce que je dois enregistrer quelque chose, je suis journaliste, je sais de quoi je parle, je vais sur Amazon, je l'aurai. Bon, voilà, le vice s'est rendu indispensable à nos vies. Bon, essayez de trouver, d'essayer d'être malin. Alors, c'est la langue d'Ésope. Vous connaissez, je vais pas refaire la fable qui n'en est pas une d'Ésope. C'est comme la télévision, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Voilà. Amazon, il faut en faire simplement un bon usage et expliquer aux hérissons qui traversent la rue à la nuit tombée qu'il faut pas se mettre en boule et que quand les phares arrivent, il faut dégager vite fait. Il faut trisser rapidement. C'est ça. Il faut s'adapter au monde moderne. C'est pas facile. C'est pas facile. Et la liberté est un piège absolu.
Toujours la ce fausse métier liberté. voilà, qu'on toujours a. ce métier de la liberté avec un grand L. Les libertés au pluriel, c'est mieux. Nous sommes d'accord. Et ça, d'ailleurs, on est en train c'est sucré progressivement. Voilà. À feu doux, à feu doux. Voilà. François-Xavier, merci infiniment, merci à toutes et à tous Jean-Michel. Qui nous ont écoutés. La République contre la France, qui donne un peu de recul justement, qui remonte comment ces mécanismes qui nous déstructurent, qui nous déconstruisent, qui nous broient l'esprit, se sont mis en place. Il y a des mots d'espoir à avoir qui ne sont pas dans le livre. C'est que des femmes comme Agazinski, par exemple, sont contre la PMA. Agazinski, c'était la femme de feu Monsieur Jospin, là, espèce de sale type. Vraie inclure. Un lambertiste, donc un trotskiste. Bousillé l'homme qui nous a grande partie du parc nucléaire français. L'homme qui nous a engagés sans même consulter le Parlement dans la guerre contre la Yougoslavie en 99. Mais apparemment tout le monde l'a oublié et même Madame Le Pen rend hommage à Monsieur Jospin. Voilà. Bon, donc le reniement national ne sera pas notre destination finale. Ouais. C'est pas une si mauvaise chose finalement. Voilà. Parce que j'ai jamais considéré que la femme achat pouvait être quelque chose de positif. Mais bon, bref, ça je laisserai aux auditeurs de faire leur propre conclusion. Eh bien, on se dit à très bientôt et on attend votre visite de nouveau pour une émission prochaine. Avec grand plaisir. Merci Jean-Michel. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir à Monsieur V, à Monsieur S qui assistaient à l'émission et qui nous ont soutenus de leur regard inquisiteur.